qu'il y a une grosse part de problématiques, je pense, qui ont été médicalisées plutôt qu'adressées comme il faut. En fait, savez-vous quoi? Cessez jamais d'être touché. Cessez jamais d'être touché. C'est tellement le cœur d'un message profond. Jean-Marie, on dit les visages de l'itinérance. Premièrement, le mot itinérance, on pourra en reparler parce que là, on l'a bien vu. C'est du monde qui souffre. C'est du monde qui ont eu une bad luck. C'est, tu l'as dit, un frère, une sœur, une cousine. Des jeunes qui sont pleins d'avenir, pleins de potentiel. Et oui, on a souvent parlé de toxicomanie, de santé mentale, mais on n'a pas le choix de parler d'accès au logement. Quand il y a une petite fragilité, quand il y a une petite dysfonction, l'accès au logement dans la situation actuelle, ça fait toute la différence. Tu vois des gens qui étaient en logement il n'y a pas longtemps et qui sont maintenant à la rue. On voit ça, des petites madames, des petits messieurs, on voit ça. Bien, je veux remercier l'UMQ, puis particulièrement Josefina Blanco. Josefina qui avait été touchée par la série Face à la rue. On s'était vu à un événement dans la rue, l'organisme de POPS. Puis j'avais pris la parole, puis on a cliqué, puis elle m'avait dit « Hey, on va faire des choses ensemble. » Pas plus tard qu'il y a quelques mois, elle me demande « Accepterais-tu de faire un reportage, celui que vous venez de voir? » Alors avec sa confiance, elle m'a dit « Vas-y, fais-le. » Alors j'ai fait ça, puis on l'a fait avec la même gang. Si vous avez vu la série Face à la rue, qui est magnifiquement réalisée par Maude Savag, on avait le même directeur photo, JP. Alors on est allé sur le terrain, puis on voulait voir c'est quoi les cracks du système, c'est quoi le nouveau visage de l'itinérance. C'est bouleversant, c'est percutant, et depuis les 2 dernières semaines, oui, on a entendu des maires, quelques mairesses, on a entendu Lionel parler, puis Lionel, tu me permets-tu de le dire? Lionel et moi, on est des amis. Je ne suis pas là pour le défendre, c'est un grand garçon. Il est capable de se parler, mais bien avant qu'il soit ministre, bien avant la tempête et qu'il décide de mettre sa carrière de médecin de côté pour être au BAT, on a servi de la bouffe ensemble à la mission de l'accueil. Puis, je connais Lionel parce que ses parents m'ont enseigné le français. Pourquoi je dis ça? C'est que j'ai vu Lionel toucher. Et il était avec Yann Lafrenière, qui était une police, tu sais. Puis il n'était pas encore dans le dossier des Premières Nations, des communautés autochtones. Puis il n'était pas du tout politisé. Puis je me dis, shit, ça prend des humains qui sont haut placés pour changer la chose. Alors c'est pour ça que quand je vous dis, ne cessez jamais d'être touché. C'est un peu comme, mettons, moi je fais un marathon. Puis si je le fais juste pour moi, là, puis, tu sais, vous savez, une course à long terme, là, c'est tough, ça te rentre dans la tête. Tu veux lâcher 20 fois. Puis, ça se peut que tu arrêtes avant d'atteindre le fil d'arrivée. Mais, mettons que je cours pour un enfant handicapé. Mettons que je cours pour mon frère qui est dans la rue. Puis, je fais une petite levée de fond, puis je dis, je vais courir pour vous autres. Je sais pas qu'est-ce qui va m'arrêter. Je sais pas, ça va peut-être prendre 8 heures. Je m'en contre-glisse. Mais je vais me rendre au bout. Parce que je suis accompagné. Parce que je suis motivé. Alors, j'ai vu ça un petit peu dans les yeux de Lionel, de Yann, de tout le monde qui est venu faire le repas avec moi. Alors, c'est ça qu'on voulait démontrer avec la vidéo, c'est qu'on était habités. Habitez vos gestes, habitez vos décisions. C'est ce que je vous encourage. C'est pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui. Alors, moi, je ne suis pas un cartésien. Moi, mais je l'étais plus jeune parce qu'évidemment, je viens d'une famille dysfonctionnelle à l'alcool, puis vous comprenez qu'à un moment donné, tu survis. Alors, tu mets ta tête, là, puis c'est elle qui carre les shots. Mais le cœur, lui, comme disait l'intervenante, il y a le presto qui accumule. Puis, la journée que j'ai compris que c'était le contraire, moi, je suis un gars de cœur, je suis un gars de baromètre. Mon baromètre est ici, mais c'est ma tête qui est au service du cœur et non le contraire. Moi, ma game, elle change quand je décide d'écouter mon cœur. Puis là, je suis là en place les solutions dans ma tête ou dans la tête des autres. Dire, OK, pouvez-vous m'aider? Là? On va y aller jusqu'au bout. Puis, tantôt, j'entendais les beaux discours, puis vous êtes tellement éloquents, puis je sens qu'il y a une sincérité de votre part, les élus, que vous soyez municipal, ou provincial, ou fédéral. Je le sens que c'est sincère. Mais il y a une phrase que j'aimerais qu'on mette en place qui vient de Victor Hugo. Rien n'est plus puissant
qu'une idée dont l'heure est venue. J'espère que l'heure est arrivée. Parce que d'un autre côté, il est minuit moins une. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. À gang qu'on est ici, si on met l'épaule à la roue pour que cette idée-là se concrétise à être bullseye. Pourquoi il est minuit moyenne? Qu'est-ce que, et les intervenants vont en parler, les gens du terrain tout à l'heure, qu'est-ce qu'on voit? Parce que là, évidemment, cette augmentation, il y a ce portrait, ce dénombrement, encore là, un terme, là, ce portrait qu'on a, qui est disponible là, depuis peu, qu'on analyse, qu'on reçoit. Qu'est-ce qui fait qu'il est minuit moyenne? C'est le nombre de gens, c'est le fait qu'il y a des gens qui ont pas nécessairement de problème de toxicomanie, entre autres, ou de santé mentale, qui sont juste dans misère et qui sont pas capables de se trouver un appartement parce que personne veut leur louer un appartement. Qu'est-ce qui fait qu'il est minuit moyenne, Jean-Marie? Je vais laisser la parole, je vais laisser la réponse à tous les panélistes qui vont venir plus tard parce que c'est des gens qui ont des chiffres, c'est des gens qui ont des statistiques et c'est des gens qui ont des solutions. On est ici pour ça aujourd'hui. Par contre, quand tu arrives, parce qu'évidemment, on avait la permission de tout le monde pour avoir leur témoignage, mais à un moment donné, il y a une personne qui a décidé « Non, non, je ne voudrais pas. » OK, correct, on va accepter ça. Mais sans la nommer, vous n'avez pas son visage, vous ne savez pas c'est qui, mais c'est un monsieur de 81 ans qui est dans une maison de chambre, dans une région éloignée. Dans la dite maison de chambre, il y a une vingtaine de personnes et qui sont là pour plein de raisons différentes. Problème de santé mentale, addiction, problème de pauvreté, violence, peu importe. Alors malheureusement, cette maison de chambre-là a dû fermer ses portes pour mille et une raisons. OK. Mais ces 22, 23 personnes-là ne sont pas relocalisées. On n'a pas d'autre place. Et il y a un monsieur de 81 ans. Un monsieur de 81 ans qui est là, qui est assis sur le coin de son lit, puis qui nous dit « Je ne sais pas où est-ce que je vais aller. » C'est difficile de ne pas vouloir l'héberger, hein? C'est difficile de ne pas vouloir faire quelque chose, c'est... Mais là, tu te dis « OK. » Bien, ça répond peut-être un peu à ta question. C'est que de plus en plus de gens se retrouvent en situation de très grande précarité, de survie, d'itinérance, dont un monsieur de 81 ans. Notre mairesse de Gatineau a raconté l'anecdote. Et ça ne devrait même pas être une anecdote. Une femme qui accouche ailleurs que dans un hôpital. Excuse-moi, dans des situations tellement dangereuses pour elle, pour l'enfant. Et tu te dis, pourquoi on est rendu là? Tu sais, on ne veut pas chercher à blâmer, à pointer du doigt, c'est de ta faute, tu aurais dû faire ci. Non, c'est pas le but de mon intervention, mais c'est là que tu commences à réaliser que la gangrène se répand, le cancer se répand. Et tu te dis, OK, alors... on l'a dit tantôt, ce qui se passe présentement à San Francisco, c'est rendu sclérosé. On l'avait dit tantôt. Mais il ne faut pas attendre. Servons-nous des exemples des autres. Mais on peut se servir des beaux exemples. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? C'est quoi les autres modèles qui nous inspirent? Mais il y a des maudits beaux modèles ici au Québec. On en a des beaux ambassadeurs et ambassadrices de la deuxième chance. On les a. Mais est-ce qu'on les connaît, ces solutions-là? Est-ce qu'ils sont mis au grand jour? Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on va faire. On va se parler des solutions, puis on va travailler ensemble. Les Africains, ils l'ont toujours dit. Tout seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. On a une occasion en or. Jean-Marie, je sais que tu t'intéresses à l'humain plus qu'aux chiffres. J'aimerais qu'on parle des femmes. Parce que il y a, oui, le portrait dit 66 %, oui, mais ça en laisse toujours bien 30 % pour les femmes. Est-ce que, puis j'en parlais avec les intervenants, c'est pas encore plus difficile parce que c'est une itinérance invisible? Les femmes, il y a des femmes en détresse et leur situation est extrêmement délicate. Tu les croises, tu les rencontres, tu les as vues dans ton travail, dans tes documentaires, tes reportages sur la précarité. C'est quoi la situation de... Bien, c'était la même situation quand on a fait la série Face à la rue. Déjà, tu es vulnérable. Alors, quand tu es une femme, tu l'es une fois de plus, encore plus. Combien de femmes se sont racontées à nous qui nous disaient « Bien, je ne suis pas vraiment dans la rue, je ne suis pas vraiment itinérante, j'ai une place où dormir. » Mais elle échange son corps pour dormir. Excuse-moi, elle n'est pas libre, cette femme-là. Hein? Valérie, tu connais ces histoires-là. À quel prix? À quel prix tu dis que tu n'es pas dans la rue? OK, donc, en échange
d'une couchette, t'es pas dans la rue. Mais ton vrai choix, si tu avais le choix, ben je ne coucherais pas avec. OK, bon. Alors, la personne est à l'abri. On lui a donné un toit, mais ça vient avec une facture. Bon, évidemment, ce que André Leroux de la Maison du Père nous racontait dans le reportage, la toxicomanie, elle est répandue, mais c'est surtout qu'est-ce que les gens consomment. Donc, quand tu consommes et que tu es en sevrage, tu as des actions, tu as des comportements, c'est épouvantable ce que tu peux faire sous l'emprise d'une substance. Alors, les femmes qui sont là, qu'est-ce que tu penses qui leur arrive? La spirale, viol, violence, épouvantable. Donc, je ne connais pas les statistiques, puis je vous l'ai dit, je ne suis pas un gars de chiffres, je suis un gars de baromètre du cœur, mais c'est ça qui est troublant, c'est que les plus marginalisés, les plus fragilisés dans les 5 dernières années le sont devenus encore plus. Et évidemment, tu sais, moi, juste une petite anecdote, ça c'est une vraie anecdote. Moi, je viens de la maison Jean Lapointe. Mon père a donné son nom à la maison Jean Lapointe parce qu'il a cru au rétablissement, au cheminement d'une personne alcoolique ou toxicomane. Ça, c'est l'abstinence totale. Tu rentres dans un endroit, tu fais une thérapie 3-4 semaines, tu arrêtes de consommer, tu peux même faire partie d'une maison comme la maison David Chiasson, qui est comme une maison de sobriété, et où là, tu es avec d'autres personnes qui sont comme toi, qui ont arrêté de consommer, mais qui continuent d'aller à l'école, au travail, peu importe. Mais la maison Jean Lapointe prône une approche. L'abstinence totale, le modèle des 12 étapes, et tout ça. Puis ça marche avec les réunions, avec les fraternités anonymes. Ça fonctionne, c'est prouvé. Mais quand je suis allé dans la rue, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres méthodes pour accompagner une personne qui souffre de toxicomanie, de santé mentale. On appelle ça la réduction des méfaits. Mais moi, j'y crois. J'y crois maintenant. Je ne croyais pas ça avant, mais là, j'y crois. Je crois au site d'injection supervisée. Je crois au wet shelter. Je crois même, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, c'est pas une situation temporaire, mais si ça prend un camp avec des tentes, j'y crois. Il faut les entendre. Excuse. C'est peut-être les gens de Granby ici. C'est peut-être des gens de Granby. Non, mais je ne veux pas que ce soit une situation permanente. Je sais, je parlais à mon chum Daniel qui est à Terrebonne, puis c'est sûr qu'un camp, ça dérange. C'est sûr que ça dérange. Et on a tous peur d'un feu, on a tous peur d'un commerce de drogue, on a tous peur de la violence, on le sait, ça peut arriver. C'est juste que, moi je vais vous le dire, hein, j'en ai rencontré des gens qui vivaient dans des parcs, dans des tentes, là. S'il y a une 3e guerre mondiale qui explose, c'est chez eux que je m'en vais rester. Ils savent comment survivre. Ils connaissent les trucs. Il y avait même un gars qui avait une tente à côté d'une trappe de chemin de fer. Puis sur le train qui passait, bien, il y avait du Wi-Fi. Bien, le gars, il savait l'horaire du train qui passe pour qu'il puisse avoir accès à son petit téléphone, pour qu'il puisse communiquer avec sa fille avec qui il avait perdu contact. C'est-tu être débrouillard, ça? Alors moi, je ne veux pas encourager les parcs, je ne veux pas encourager les tentes, non. Mais il y a une raison. Alors, les gens de l'Accueil Bonneau, puis la Maison du Père, je vais nommer juste ceux-là parce que je sais qu'ils l'ont fait. Eux autres, ils l'ont compris. Nous, on va déplacer l'intervenant puis on va les accompagner là-bas. Ils sont là. Alors, c'est ça que ça prend. D'amener la personne à être accompagnée. Si la personne ne peut pas venir à toi, parce qu'il y a une maudite gang qui ne veulent pas aller dans les refuges, pour plein de raisons. C'est vrai. Le gars qui a fait 22 ans en prison, là, ça y tente-tu de faire la ligne à la Maison du Père à 3 heures d'après-midi pour prendre un petit ticket, puis prendre son lit, prendre sa douche, prendre son repas, puis de partir le lendemain matin à 6 heures? Ça y tente pas. Ça y rappelle des mauvais souvenirs. OK, c'est quoi sa méthode, lui? Comment on peut l'accompagner, ce monsieur-là ou cette dame-là? Donc, je crois qu'il faut adapter les ressources, les trucs à la personne. Et, comme en thérapie, quand tu veux plus que ta mère, parce que ta mère a un problème d'alcool et elle n'est pas capable d'arrêter elle-même, mais toi, tu veux plus qu'elle, ça se peut que tu te noies avec elle. Ça se peut que tu trouves ça bien tough. Par contre, si j'accepte que la personne a un rythme, il faut accompagner la personne là où elle est, comment elle est, à son rythme. Je ne peux pas la forcer. Je ne peux pas la forcer à rentrer dans une ressource. Donc, juste pour clore l'histoire du parc, moi, je pense que c'est la réduction des méfaits et elle est nécessaire. Peu importe la façon, amenons des intervenants pour les aider, pour justement pas ramasser une personne dans son sleeping bag en overdose parce qu'elle est toute seule, parce qu'elle est isolée, parce que la personne qui est dans la rue, là, elle a fucking honte d'être dans la rue. Elle l'aime pas.
Elle n'aime pas le regard qu'on lui porte de jugement, de pitié, de « va te chercher une job, tu me déranges ». Puis je vais vous dire quoi? J'ai déjà été ce gars-là qui disait « va te chercher une job, tu me déranges ». J'ai changé. J'ai changé à cause de qui? À cause du gars dans la rue. J'ai pas changé tout seul. On a le droit d'être ignorant. On a le droit d'avoir peur. On a le droit de ne pas savoir quoi dire, pas savoir quoi faire. C'est correct. Mais c'est possible de changer. C'est possible d'oser sa vulnérabilité. Parce que c'est ça aussi. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, ça dérange. Mais la nature humaine est extraordinaire. Quand on voit quelqu'un qui souffre, là, on a un réflexe de porter secours. Il ne faut juste pas avoir peur de cette différence-là. Il faut oser notre vulnérabilité. Puis, dans le fond, le gars dans la rue puis moi, là, on a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Absolument. Merci de parler bilingue pour nos amis finlandais. Quelques mots bien sentis qui sont internationaux. Jean-Marie, j'ai remarqué comme ça. Je pensais à nos traducteurs. J'ai dit... Jean-Marie, 2 questions pour toi. Je sais que, bon, les chiffres, la politique, c'est pas ta tasse de thé. Mais il y a un mot qui ressort souvent. J'y crois. Oui. C'est juste que je me vois pas à la place d'un Benoît Langevin, d'une Valérie Plante ou d'un Lionel Carman de caler les shots. Bravo de faire votre job parce que vous allez au bûcher pour nous autres. Je t'entends. Leadership. On dit que ça prend du leadership. Il y a plein de monde de bonne volonté ici. Il n'y a personne qui est contre la vertu. C'est quoi du leadership? C'est qui? Le leadership, c'est d'avoir une vision, de sentir qu'on est capable de faire la job, puis de savoir s'entourer de personnes qui vont nous amener plus loin. Je vois la situation actuelle. Moi, j'ai joué au football au Collège Notre-Dame puis à Grasset. Puis je vois un petit peu la situation actuelle comme une game de foot. C'est-à-dire que moi, j'arrête du jour où on va avoir un beau quart arrière. Puis ce quart arrière-là, il connaît l'adversité. Il y a un terrain à traverser, il faut aller compter un toucher, puis ultimement gagner. Mais il connaît ses joueurs, connaît les forces de ses joueurs. Ils vont y aller verge par verge. Tantôt, Bruno Marchand l'a dit, un pas à la fois. C'est un pas dans la bonne direction. Moi, il faut marcher vite. Oui, c'est vrai qu'il faut marcher vite, puis c'est vrai qu'il va falloir courir, mais j'ose rêver à trouver un quart arrière qu'on aurait au Québec et qui va amener son équipe. Et c'est ça que ça prend. Ça prend une vision, ça prend un désir, et ça prend aussi, beaucoup, comme dit Serge Marquis, beaucoup d'humanitude, de savoir s'entourer de gens qui sont plus doués que nous dans certaines positions, à certains aspects. Puis c'est comme ça qu'on va gagner contre l'adversité. Et ça ne sera pas facile, mais je sais qu'il y a tellement de belles nouvelles qui s'en viennent et d'autres qui ont été nommées que maintenant, bien, ça prend de la bonne volonté, ça prend des actions concrètes. Tu ne peux pas juste visualiser à gagner ta game de football. Ça va avec des actions concrètes aussi. Et surtout, tantôt, je disais, ne jamais cesser d'être touché. Juste en arrivant tantôt ici, je vais l'appeler mon chum Jeannot de Saint-Hyacinthe. T'es où, Jeannot? Le beau Jeannot qui est rendu... T'es où, Jeannot? C'est un gars de Saint-Hyacinthe. C'est un gars qui a connu la rue. C'est un ancien tannant. Il est encore tannant. Mais il est quand même un élu. Il est un élu. Il travaille à Saint-Hyacinthe. Alors moi, j'en veux des élus qui dérangent. Mais j'en veux des élus qui, comme Victor Frankl a dit, qu'on peut survivre à toutes les souffrances pourvu qu'on y trouve un sens. Mais moi, je veux des élus qui ont trouvé un sens à leur souffrance au service du plus grand nombre. Moi, c'est ce que je veux. C'est ça que je veux dans ma société, puis c'est ça que je veux comme carrière. Jean-Marie, en terminant, tu disais « il est minuit moins une », puis c'est une expression qu'on entend beaucoup. Il y a même une expression que je vais reprendre au premier ministre, c'est assez rare. Tempête parfaite. Hein? Je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il y a une tempête parfaite. L'hiver approche. L'hiver approche. Comment tu entrevois ces mois qui seront
extrêmement difficile. Mais à Montréal, et pas qu'à Montréal, on va parler tout à l'heure de Roberval, de Granby, de Val-d'Or. C'est fou. L'hiver approche, l'hiver atroce, tu sais. Et c'est atroce pour les gens qui n'ont pas de toit, puis les gens qui doivent dormir dans leur abri de fortune, dans leur voiture, dans les refuges. Qui ne connaissent pas ça. Certains d'entre eux, on en parlera avec les intervenants, ne connaissent pas la rue. En effet. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai pointé Jeannot. Ce que je trouve intéressant, c'est de donner la parole de plus en plus aux gens qui la vivent. C'est pour ça qu'on a voulu faire notre reportage, donner la parole. Puis, les mesures d'urgence, ça le dit. Moi, j'ai foi. Le verre est à moitié plein. Là. J'ai foi que ce que nous allons mettre au service des plus démunis, ça va être dans l'action. Mais encore là, ça serait le fun qu'il y en ait de moins en moins des mesures d'urgence. Mais elles sont nécessaires. Oui. Elles sont nécessaires. Je veux dire, elles sont nécessaires parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, glissent dans les cracks du système à tous les jours et se retrouvent elles-mêmes, des fois, sans savoir quoi faire. Donc, maintenant, que j'ai dit tantôt que j'ai été ignorant, j'ai été niaiseux, j'ai été dans le jugement, maintenant, je ne le suis plus, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire semblant. Même si des fois, ça dérange voir la souffrance. Donc, moi, je pense que oui, il y a des mesures d'urgence. Merci aux extras, aux millions qui débarquent pour sauver les plus malheureux d'entre nous. C'est très difficile d'aider des gens dans la rue qui sont dans leur mode de soutien, dans leur mode de survie, dans leur tête. C'est très difficile d'aller les chercher. On ne peut pas les forcer, mais je souhaite, en tout cas, je sais, je t'ai entendu, Lionel, l'itinérance zéro, c'est un beau petit vœu. C'est vrai que c'est pas facile à atteindre, mais moi, j'y crois quelque part, dans le sens que il faut viser. Quand tu vas aux Jeux olympiques, je ne vais pas juste participer, je veux gagner la médaille d'or pour monter sa applaudissements du podium. Il faut que les objectifs soient fucking hauts. Il faut viser haut. C'est ça l'itinérance zéro. On va peut-être en échapper en cours de route. On ne pourra peut-être pas sauver tout le monde. On ne pourra peut-être pas soigner tout le monde. Mais une personne à la fois, tu sais, un petit geste. Une petite différence vaut mieux que l'indifférence. Un petit geste à la fois. Un grain de sable à la fois. Tu sais, soyons ce petit grain de sable-là qui est nécessaire. Moi, j'y crois. Je crois à l'approche de Mère Teresa d'un petit geste à la fois. Mais moi, j'ai la foi. Donc, moi, je vais viser haut. Je vais viser l'itinérance zéro. Et si on rate la cible, bien, je pense qu'on risque bien plus de l'atteindre qu'on si on fait juste choisir de participer aux Jeux olympiques. Tu comprends? Mais c'est fun de vous voir aujourd'hui. Je nous trouve extrêmement privilégiés. Moi, je suis privilégié. J'ai le micro. Je suis la voix des sans-voix. C'est un esti de privilège, ça. C'est un privilège quand tu passes à la radio, quand tu es à la télé. C'est un privilège. Donc, ceux qui ont des décisions à prendre, il faut tasser notre ego. Il faut tasser notre petit agenda personnel pour le mettre au service du plus grand nombre. Mais je pense qu'on y arrive, là. Je le vois, je le sens. Et juste votre réaction tantôt quand vous avez vu le reportage, je vous ai vu vous lever de façon sincère, puis être touché. Ne cessez jamais d'être touché. C'est tout ce que je vous demande. Merci. Jean-Marie Lapointe.